4 avril 1882. Ville de Philadelphie, État de Pennsylvanie. À l'intérieur d'un vaste atelier imprégné d'huile de lin et de copeaux de bois, règne un silence concentré, troublé seulement par le tic-tac régulier d'une lourde horloge murale et le sifflement lointain d'une locomotive à vapeur. Sur un massif bureau en chêne, encombré de rouleaux de calque et de plans, reposent des outils. Compas en laiton, règles en acier, gabarits et équerres. La faible lumière du printemps filtre à travers les hautes fenêtres, détachant du demi-jour la silhouette d'une femme penchée sur une petite maquette en bois. Cette femme est Maria Beasley, une entrepreneuse et inventrice à succès. Ses mains, habituées à travailler le métal et les mécanismes, plient avec précaution des charnières métalliques miniatures sur les bords d'une plateforme en bois. Elle appuie sur les bords du prototype et les sections latérales se replient vers l'intérieur, transformant la large structure plate en un rectangle compact. Maria prend une profonde inspiration. À cet instant précis, parmi les croquis et les vis éparpillées, naît une technologie qui est destinée à changer l'histoire de la navigation et à arracher des milliers de vies humaines aux froides étreintes de l'océan. Pour comprendre l'ampleur et l'importance de ce qui se passait dans cet atelier de Philadelphie, il faut se pencher sur le monde de la fin du XIXe siècle. C'était l'époque de l'industrialisation rapide et du triomphe de la vapeur. Des géants d'acier, des paquebots, commençaient à sillonner l'Atlantique à une vitesse sans précédent. Les traversées transatlantiques sont devenues un phénomène de masse. Des centaines de milliers d'émigrants d'Europe se précipitaient vers les côtes de l'Amérique du Nord à la recherche d'une vie meilleure, tandis que de riches industriels et aristocrates voyageaient en première classe, profitant d'un luxe comparable aux meilleurs hôtels de Paris et de Londres. Les navires devenaient de plus en plus grands, leurs moteurs de plus en plus puissants, et le nombre de passagers à bord se comptait par milliers. Cependant, derrière les façades rutilantes des compagnies de navigation se cachait une réalité sombre et effrayante. La sécurité des passagers était désespérément à la traîne par rapport aux avancées techniques de la construction navale. Les règles de sécurité maritime de l'époque étaient d'une maigreur effrayante. Aucune loi n'obligeait les propriétaires de navires à fournir des places de sauvetage pour chaque personne à bord. On pensait que les navires eux-mêmes, grâce à leurs cloisons étanches et à leurs coques robustes, étaient pratiquement insubmersibles. Cette illusion arrogante de sécurité a coûté trop cher à l'humanité. Imaginez le matériel de sauvetage de cette époque. Le canot de sauvetage standard du XIXe siècle était une construction lourde et encombrante taillée dans un seul bloc de bois. Ces bateaux étaient incroyablement robustes, mais leur poids et leur taille posaient un problème insurmontable pour les ingénieurs. Les ponts des navires avaient une superficie limitée. Si l'on embarquait suffisamment de canots en bois pour sauver tous les passagers, le navire serait dangereusement surchargé dans sa partie supérieure. Cela déplacerait le centre de gravité, rendant le navire instable et sujet au chavirement, même par mer modérément agitée. En conséquence, les compagnies de navigation installaient juste assez de canots pour que les dimensions du pont et les exigences minimales de la loi le permettent, laissant la majorité des passagers sans la moindre chance de survie en cas de catastrophe. Il existait également une alternative, les radeaux de sauvetage. Mais ce que l'on appelait radeau avant les inventions de Maria Beasley était un spectacle pitoyable. En règle générale, il s'agissait simplement de planches de bois plates, assemblées à la hâte, ou de cadres rectangulaires auxquels étaient attachés des cylindres métalliques creux ou des flotteurs en liège. Ces constructions n'avaient pas de flanc. Elles n'avaient aucune protection. Lorsqu'une personne naufragée montait sur un tel radeau en état de panique, elle se retrouvait sur une surface complètement plate et glissante, exposée à tous les vents. Le premier coup violent d'une vague de l'océan emportait simplement les personnes épuisées dans l'eau glacée. Il était pratiquement impossible de survivre sur un tel radeau en mer déchaînée. L'océan prélevait régulièrement son terrible tribut, et les journaux de l'époque regorgeaient de gros titres tragiques sur les navires coulés, où des centaines de personnes mouraient
non pas en heurtant des récifs, mais par manque de place dans les canaux de sauvetage et par l'imperfection des moyens de sauvetage. C'est à cette époque que Maria Beasley fait son entrée sur la scène historique. Née en 1847 en Caroline du Nord, elle a montré dès son plus jeune âge un intérêt remarquable pour le fonctionnement des choses. À cette époque, la société réservait aux femmes des rôles strictement définis: la gestion du foyer, l'éducation des enfants, le soin de la famille. La science, la mécanique et l'ingénierie étaient peu considérées comme des activités exclusivement masculines. Les femmes apparaissaient très rarement dans les bureaux des brevets et leurs demandes étaient souvent accueillies avec un scepticisme non dissimulé. Mais Maria n'avait pas l'intention de jouer selon les règles imposées. En s'installant à Philadelphie, l'un des plus grands centres industriels et portuaires des États-Unis, elle s'est retrouvée au cœur du progrès technique américain. Les usines bourdonnantes, le cliquetis du métal, l'odeur du charbon et le flux incessant de marchandises arrivant au port sont devenus son environnement naturel. Avant de défier les éléments marins, Maria a prouvé son brillant talent d'ingénieur sur Terre. Son premier véritable triomphe fut une machine à cercler les tonneaux en bois. À cette époque, le tonneau en bois était un contenant universel. Tout était transporté dans des tonneaux, de la poudre à canon et des clous au vin, aux céréales et au lard de baleine. La fabrication des tonneaux était un travail manuel pénible, nécessitant une force physique considérable de la part des tonneliers. Maria a étudié ce processus et a développé un mécanisme complexe à vapeur qui cerclait automatiquement et avec une précision parfaite les douves en bois avec des cerceaux en acier. Sa machine pouvait produire une quantité incroyable de 1500 tonneaux par jour. Cette invention a provoqué une véritable révolution dans l'industrie. Elle a apporté à Maria un succès financier colossal. Son revenu annuel a atteint 20 000 $, ce qui, à la fin du XIXe siècle, représentait une somme véritablement astronomique, comparable aux revenus des plus grands industriels du pays. Mais pourquoi une propriétaire de brevets de machines à fabriquer des tonneaux, prospère et financièrement indépendante, aurait-elle eu besoin de porter son attention sur les radeaux de sauvetage? La réponse réside dans la nature même de Maria et dans son sens de l'observation. Philadelphie était une ville portuaire. Chaque jour, Maria voyait les mâts des navires, entendait les cris des mouettes et les klaxons des vapeurs qui partaient. Elle côtoyait des marins, des commerçants et des ingénieurs des chantiers navals. Dans les tavernes du port et dans les pages des journaux du matin, les tragédies maritimes étaient constamment discutées. Les histoires de navires coulés avec leurs passagers par manque de moyens de sauvetage l'ont profondément bouleversée. Étant une personne d'un esprit pragmatique, Maria voyait dans ces tragédies non pas un simple malheur, mais un problème d'ingénierie concret nécessitant une solution. Elle commença à analyser la conception des canaux de sauvetage et des radeaux existants. Dans son atelier, pendant de nombreux mois, elle passa des heures à étudier la physique de la flottabilité, la résistance des matériaux et la géométrie des structures spatiales. Le problème était évident, une contradiction entre la taille et la capacité. Le dispositif de sauvetage devait être suffisamment grand pour accueillir le plus de personnes possible et les protéger des vagues, mais en même temps, il devait être compact pour que des dizaines de ces dispositifs puissent être stockés sur le pont. Le canot de sauvetage rigide classique ne pouvait satisfaire aucune de ces deux exigences. Le radeau plat était compact, mais totalement inutile en termes de survie. Et c'est alors que dans l'esprit de Maria Beasley germa un concept génial. Si l'espace sur le pont ne pouvait pas être agrandi, il fallait faire en sorte que le dispositif de sauvetage change de forme. Il devait être stocké dans un état plié et aplati, occupant un minimum d'espace, et au moment du danger, il devait se déployer instantanément, se transformant en un navire fiable et flottant avec des flancs hauts. C'était une idée qui nécessitait une exécution mécanique impeccable. Les charnières devaient être résistantes à la corrosion de l'eau salée, les flotteurs solidement protégés contre les perforations et le processus de déploiement, si simple qu'un seul marin paniqué puisse le réaliser en quelques secondes. Debout à la création
Maria s'est fixé 3 objectifs principaux. Premièrement, le radeau devait occuper un minimum d'espace sur le pont lorsqu'il était rangé. Deuxièmement, le processus de mise en état de marche devait être intuitif et instantané. Troisièmement, la conception devait offrir aux passagers une protection réelle, et pas seulement un morceau de bois flottant sous leurs pieds. À cette époque, les constructions en bois massif ou l'utilisation du liège étaient considérées comme la norme pour assurer la flottabilité. Cependant, le liège absorbait rapidement l'eau lors d'une immersion prolongée, perdant ses propriétés, tandis que le bois massif rendait la structure ingérable. Maria a porté son attention sur les pontons métalliques. Elle a décidé d'utiliser de longs cylindres creux en fer galvanisé. La galvanisation protégeait le métal de l'environnement marin agressif et le vide à l'intérieur assurait une portance colossale. 2 flotteurs aussi robustes devaient constituer la base, une sorte de ski sur lesquels reposerait toute la structure. Mais le principal chef-d'œuvre d'ingénierie fut le mécanisme de déploiement lui-même. Imaginez une plateforme rectangulaire en bois divisée en plusieurs sections longitudinales. Ces sections étaient rotées et reliées entre elles par un système de charnières et de gonds métalliques massifs. Une fois repliées, les parties latérales du radeau, qui devaient devenir ses flancs, reposaient à plat sur la plateforme centrale. L'ensemble de la structure formait un paquet plat de quelques centimètres d'épaisseur seulement. Cela signifiait que de tels radeaux pouvaient être empilés sur le pont d'un navire, 5 ou 6 d'entre eux occupant le même espace qu'auparavant une seule chaloupe en bois traditionnelle. Le secret de la transformation résidait dans un ingénieux système de levier. Lors de la mise à l'eau du radeau ou en tirant simplement sur un câble spécial, les charnières métalliques se dépliaient, les sections latérales se relevaient verticalement et se verrouillaient automatiquement par des loquets solides, formant des flancs hauts et rigides. En quelques secondes, le paquet plat se transformait en un bateau rectangulaire spacieux. Maria a pensé à chaque détail, sachant que lors d'un naufrage, les gens agiraient dans un état de choc extrême. C'est pourquoi elle a ajouté une autre innovation révolutionnaire, des garde-corps de sécurité. Des cordages solides étaient tendus le long des flancs relevés, formant une rambarde. Désormais, une fois sur le radeau, une personne ne s'asseyait pas simplement sur un sol glissant, attendant qu'une nouvelle vague ne la jette par-dessus bord. Elle se trouvait à l'intérieur d'une sorte de caisse protégée par des parois et pouvait s'agripper fermement aux cordages de sécurité. Cela changeait radicalement la psychologie de la survie. Le radeau de Bisley donnait aux gens un sentiment de sécurité et un soutien physique. Les tests des premiers prototypes ont eu lieu sur la rivière Delaware. Maria était personnellement présente sur le quai, dirigeant les ouvriers. De lourds treuils soulevaient les structures pliées haut au-dessus de l'eau et les lâchaient brusquement. Les lourds radeaux tombaient en grondant dans l'eau trouble de la rivière. Maria regardait fixement les éclaboussures avec tension. Le système de fixation fonctionnait-il? Les flotteurs galvanisés avaient-ils résisté au choc avec l'eau? Les charnières s'étaient-elles bloquées? Lors d'une de ces expériences, un problème critique est apparu. Lors d'un impact violent à la surface de l'eau, les mécanismes de verrouillage des flancs se déformaient parfois. Si un flanc n'était pas fixé solidement, la structure perdait sa rigidité et pouvait se replier sous le poids des personnes. Maria est retournée à ses plans. Elle a repensé les nœuds de fixation, rendant les loquets plus massifs et ajoutant des mécanismes à ressort qui bloquaient le flanc en position verticale de manière permanente dès qu'il atteignait l'angle requis. Après des dizaines de chutes, d'immersions et de tests de stabilité, où les ouvriers secouaient intentionnellement le radeau déplié en essayant de le faire chavirer, la structure a prouvé sa fiabilité absolue. En avril 1880, Maria Bisley a déposé sa première demande de brevet pour un radeau de sauvetage. Dans le document, elle décrivait en détail un système de flancs pliables et de flotteurs métalliques. L'Office des brevets des États-Unis, généralement sceptique à l'égard des demandes mécaniques complexes émanant de femmes, ne pouvait ignorer l'infaillibilité des dessins fournis et l'utilité pratique évidente de l'invention. Bientôt, Maria reçut son premier brevet pour un dispositif de sauvetage. Cependant, elle ne s'est pas arrêtée là.
un véritable ingénieur voit toujours des possibilités d'amélioration. 2 ans plus tard, en 1882, elle développe une modification encore plus perfectionnée. La nouvelle version du radeau présentait une géométrie de flotteur améliorée pour une meilleure hydrodynamique et des fixations renforcées. C'est ce brevet perfectionné, approuvé par le gouvernement, qui a attiré l'attention des acteurs majeurs de l'industrie maritime. Pénétrer sur le marché de la construction navale n'a pas été une mince affaire. Les compagnies de navigation étaient réputées pour leur conservatisme et leur réticence à dépenser de l'argent supplémentaire pour la sécurité qui ne générait pas de profit direct. Mais Maria Beasley n'était pas seulement une inventrice brillante, c'était aussi une entrepreneuse perspicace. Elle comprenait que pour vendre ses radeaux, elle devait démontrer leur avantage économique. Elle a commencé à rencontrer des représentants des chantiers navals et des directeurs de compagnies maritimes. Son argumentation était irréprochable. Elle ne faisait pas appel à leur conscience ou à leur humanisme. Elle parlait le langage des chiffres. Maria présentait aux armateurs les plans des ponts de leurs propres navires. Elle démontrait de manière tangible comment une pile de ces radeaux pliés prenait 4 fois moins de place qu'une seule embarcation de sauvetage standard. Cela signifiait que l'espace libéré sur le pont pouvait être utilisé pour des zones de promenade de première classe, des chaises longues, ou même pour un fret léger supplémentaire, ce qui augmentait directement l'attrait des billets et le profit de l'entreprise. De plus, en cas de catastrophe, l'entreprise évitait des poursuites judiciaires colossales et une perte de réputation, car chaque passager disposait désormais d'une place dans un moyen de sauvetage. Cette logique pragmatique, étayée par des démonstrations impressionnantes du radeau en action dans les ports de Philadelphie et de New York, a porté ses fruits. Progressivement, un par un, les armateurs ont commencé à passer des commandes. Les usines de Maria, qui produisaient auparavant exclusivement des machines pour la fabrication de tonneaux, ont élargi leur production. Les ateliers se sont animés, les ouvriers découpaient du fer blanc, rivetaient des charnières et imprégnaient le bois de composés protecteurs. Les radeaux pliants de Beasley ont commencé à être installés sur les navires à vapeur naviguant le long de la côte est des États-Unis, puis sur les paquebots transatlantiques. Les marins ont rapidement apprécié cette nouveauté. Contrairement aux canots de sauvetage lourds, qui nécessitaient le travail coordonné d'une dizaine d'hommes et de systèmes complexes de bossoirs pour être mis à l'eau, le radeau de Beasley pouvait être jeté par-dessus bord par 2 ou 3 marins seulement. Dans une situation critique, lorsque le navire prenait de la gîte et que les mécanismes de mise à l'eau des canots se bloquaient, la possibilité de simplement pousser le radeau compact à l'eau devenait un facteur décisif pour la survie. L'invention de Maria Beasley devenait progressivement la norme de sécurité maritime de nouvelle génération. Ces radeaux étaient expédiés en Angleterre, en France et en Allemagne. Le mécanisme, né dans l'atelier de Philadelphie du désir de protéger la vie humaine, traversait désormais les océans à bord des navires les plus luxueux de l'époque. Personne ne pouvait savoir avec certitude quand et où ces ingénieuses constructions de bois et de métal devraient jamais subir leur épreuve principale, la plus terrible. Mais cette heure approchait inexorablement. Au début du XXe siècle, le monde se trouvait au seuil d'une catastrophe maritime d'une ampleur sans précédent, dans laquelle le génie de Maria Beasley deviendrait la fine frontière entre la vie et la mort, dans la nuit glaciale de l'Atlantique Nord. Le 15 avril 1912, Atlantique Nord, à 400 milles au sud de Terre-Neuve. La température de l'air était tombée sous 0 et l'eau brûlait de froid, atteignant moins 2 degrés Celsius. La surface de l'océan ressemblait à un miroir noir, dépourvu du moindre frémissement, sous un ciel parsemé d'étoiles glacées et piquantes. Dans ce silence effrayant et mortel se déroulait la plus grande tragédie maritime du début du XXe siècle. Le gigantesque paquebot Titanic, considéré comme le fleuron de la construction navale britannique et la fierté de la compagnie White Star Line, sombrait rapidement la proue dans l'océan après une collision fatale avec un iceberg. Un chaos inimaginable régnait sur le pont incliné des canaux de sauvetage du géant en train de sombrer. Les sons du métal déchiré se mêlaient aux cris d'horreur, au sifflement de la vapeur évacuée et au crépitement des fusées de détresse s'élevant dans le ciel nocturne, indifférent. C'est à ce moment critique,
lorsqu'il devint absolument clair que les canots de sauvetage rigides standards étaient désespérément insuffisants pour sauver les plus de 2200 personnes à bord, que l'invention de Maria Beasley connut son heure de gloire. Les concepteurs du Titanic, convaincus de l'insubmersibilité du navire, ne l'ont équipé que de 20 engins de sauvetage. 16 d'entre eux étaient des canots en bois classiques, suspendus à d'imposants bosquoirs sur les flancs du paquebot. Mais les 4 bateaux restants différaient radicalement des autres. Il s'agissait des fameux radeaux de sauvetage pliants, créés selon les brevets de Maria Beasley, connus dans la marine britannique sous le nom de canot pliant Engelhard. Ils représentaient une modification du projet original de Beasley, un fond plat en bois, d'imposants flotteurs en liège ou en métal creux sur les côtés et des flancs en toile qui se relevaient et se fixaient sur des charnières métalliques. Ces 4 canots pliants, désignés par les lettres A, B, C et D, étaient rangés pliés, occupant un minimum d'espace. 2 d'entre eux se trouvaient directement sur le pont des canots, sous les canots habituels, tandis que les 2 autres étaient sur le toit des cabines des officiers, derrière la passerelle. Dans des conditions de panique rapidement croissantes et de manque de temps catastrophique, ce fut la compacité et la simplicité de la conception de ces radeaux qui jouèrent un rôle décisif dans le sort de dizaines de personnes. Imaginez la scène près du canot pliant C. Les marins tirent fiévreusement sur les cordages. Un déclic métallique retentit, les flancs en toile se déploient vers le haut, se tendant sur des charnières, et le plancher plat en bois se transforme en un canot spacieux. Le mécanisme, imaginé par une femme dans un paisible atelier de Philadelphie il y a 30 ans, fonctionne sans faille au milieu de l'enfer glacé de l'Atlantique Nord. Dans ce canot, on fait monter les femmes et les enfants, puis, au dernier moment, y saute le président de la compagnie White Star Line, Joseph Bruce Ismay, sauvant sa vie et se condamnant à jamais au déshonneur. Le canot est mis à l'eau avec succès et il s'éloigne du navire en perdition. Peu après, le canot pliant D, également rempli de passagers secourus, est mis à l'eau. Cependant, le drame de la situation atteignit son paroxysme lors de la tentative de mise à l'eau des 2 dernières embarcations pliantes, A et B, qui se trouvaient sur le toit des cabines des officiers. Christopher Lightoller, le second officier, avec des marins et des passagers de première classe, tentait désespérément de faire glisser les lourdes structures pliées le long de rampes improvisées, faites de rames jusqu'au pont des embarcations. Le temps filait inexorablement. L'eau débordait déjà par-dessus les bastingages et inondait le pont. Le bateau B a glissé du toit et est tombé sur le pont, à l'envers. Les lourds flotteurs se sont retrouvés en haut et le fond plat en bois, qui aurait dû servir de plancher, regardait maintenant le ciel. À ce moment, l'océan s'est déversé sur le pont par une puissante vague, emportant les hommes et le canot par-dessus bord. La structure renversée semblait inutile, mais c'est là que l'avantage inattendu du design plat des radeaux de Beasley s'est manifesté. Le dessous inversé du bateau B est devenu un îlot salvateur pour 30 hommes. Dans l'eau glacée, parmi les débris flottants et les hommes qui se noyaient, les marins, les chauffeurs et le second officier Lightoller ont réussi à grimper sur le fond plat en bois. Si cela avait été une chaloupe en bois ordinaire et arrondie, elle n'aurait pas permis aux gens de s'accrocher à sa quille lisse et bombée une fois retournée. Mais la plateforme plate de la chaloupe pliante a permis à des dizaines de personnes de s'y maintenir en équilibre toute la nuit. Ils se tenaient serrés les uns contre les autres pour conserver quelques miettes de chaleur, déplaçant leur poids d'un pied sur l'autre pour compenser le tangage du radeau sur les vagues. La flottabilité des puissants flotteurs latéraux, calculés par Maria Beasley, a maintenu le poids de 30 hommes adultes au-dessus de l'eau glacée pendant de longues heures, jusqu'à ce qu'ils soient récupérés à l'aube par d'autres chaloupes. Le sort du canot pliable, Hay, ne fut pas moins tragique, mais il démontra également la flottabilité phénoménale de la structure. Lorsque l'eau submergea le pont, les marins n'eurent pas le temps de relever complètement les flancs en toile de ce canot. Une vague l'emporta du navire dans un état semi-submergé.
Néanmoins, les flotteurs robustes l'empêchèrent de couler. Une vingtaine d'hommes parvinrent à monter dans le canot, à moitié rempli d'eau glacée. La plupart d'entre eux, se tenant dans l'eau jusqu'à la ceinture par une température négative, périrent d'hypothermie avant le lever du jour. Mais les quelques personnes qui réussirent à se maintenir sur les flotteurs latéraux ou à trouver une position plus élevée à l'intérieur de la structure survécurent jusqu'à l'arrivée du navire de sauvetage Carpathia. Sur les 712 survivants du naufrage du Titanic, plus de 130 doivent leur vie au canot pliant, basé sur les principes d'ingénierie de Maria Beasley. Son invention n'a pas empêché la tragédie elle-même. Cela dépassait les forces humaines. Mais elle a donné une chance à ceux pour qui il n'y avait pas assez de place dans les canots de sauvetage ordinaires. Les radeaux compacts, qui prenaient la poussière sur le pont supérieur, ont prouvé leur utilité inégalée au moment décisif. Par une nuit glaciale, lorsque la puissance de l'acier et de la vapeur fut vaincue par les forces de la nature, la victoire revint à une mécanique simple mais ingénieuse. Des charnières, des articulations, de la toile et des flotteurs, réunis par l'esprit brillant d'une femme ingénieure. La tragédie du Titanic a ébranlé le monde entier et a conduit à une révision radicale des règles internationales de navigation maritime. En 1914, la première Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, connue sous le nom de SOLAS, a été convoquée. La principale leçon tirée par les constructeurs navals et les politiciens fut la prise de conscience brutale que chaque navire est tenu d'avoir suffisamment de places de sauvetage pour absolument chaque personne à bord, quelle que soit la taille et l'insubmersibilité apparente du navire. Cette exigence a instantanément fait des radeaux pliants l'équipement le plus recherché dans les chantiers navals du monde entier. Il était toujours physiquement impossible de placer des chaloupes en bois ordinaire pour des milliers de passagers sur le pont sans risquer de faire chavirer le navire. Et c'est là que les brevets de Maria Beasley et de ses disciples sont devenus le seul salut pour les compagnies de navigation. Les bateaux pliants, qui pouvaient être stockés en piles les uns sur les autres, résolvaient parfaitement le problème de la capacité et de l'équilibrage des navires. La conception des dispositifs de sauvetage pliables a continué de s'améliorer tout au long du XXe siècle, évoluant vers les radeaux gonflables modernes avec des systèmes de déploiement automatique et des auvents fermés. Mais leur généalogie remonte invariablement à cet atelier de Philadelphie de la fin du XIXe siècle, à la femme qui a osé défier le monde masculin de l'ingénierie et le conservatisme des armateurs. Maria Beasley est entrée dans l'histoire non seulement comme une entrepreneure à succès qui a créé une machine pour la fabrication de barils, elle est restée dans les mémoires comme une innovatrice dont l'invention sauvait littéralement les gens de la mort. Lorsque les passagers des paquebots modernes regardent les capsules blanches compactes contenant des radeaux de sauvetage sur les ponts, ils voient l'héritage direct d'une femme de génie du XIXe siècle. La technologie, née de la compassion et d'un calcul d'ingénierie froid, a prouvé que même les éléments les plus destructeurs sont impuissants face à la puissance de l'intelligence humaine dirigée vers le sauvetage de vie.